Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, je vais tester un restaurant de cuisine fusion française et askénaze, je crois, avec Alicia Sicardi, que vous connaissez sûrement, peut-être, sur Insta ou ailleurs. Pour les petits nouveaux ou les petites nouvelles qui nous rejoignent, moi c'est Caroline. Je réalise sur ma chaîne YouTube des interviews d'invités dans un resto et on parle rapport à l'alimentation, rapport au corps, l'histoire avec l'alimentation. D'ailleurs, si vous êtes motivé et volontaire ou que vous avez envie de partager votre histoire avec l'alimentation ou ce que ça vous évoque, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, allez, on y va. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages bruts et authentiques du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je me retrouve devant le restaurant chez Adi et Ida et j'ai rejoint Alicia. Bonjour. Salut. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah bien, il fait chaud. Donc, oui, il fait beau. C'est limite l'été. Un 10 octobre. Alors, est-ce que tu veux te présenter? Bah oui, pourquoi pas. Donc, je m'appelle Alicia, je suis anciennement diététicienne nutritionniste. J'ai exercé pendant 5 ans en libéral et j'accompagnais des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement des personnes qui souffraient d'anorexie mentale. Depuis 3 ans maintenant, j'ai arrêté mon exercice en cabinet pour faire une thèse de sciences. C'est une thèse de recherche fondamentale sur le sujet de l'anorexie et l'obésité. J'ai des sujets qui sont un peu transversaux. J'ai une grosse partie de mon projet de thèse où je travaille sur essayer de comprendre les mécanismes cérébraux qui pourraient être impliqués dans la pathologie de l'anorexie mentale. Ok, passionnant. Eh ben écoute, si tu veux bien, on va rentrer dans le resto. Ouais. Allez, on y va. Super rapide quand même pour choisir. Ouais. T'as pris les ravioles. Des ravioles de Royan. Avec des sauces au fromage. Basilic et au fromage. Ouais. Moi du coup je vais goûter la version plus cuisine de l'Est, sandwich au pastrami avec du coleslaw et une sauce au cheddar. Ça va être bon. Je pense que ça va être pas mal. Et il y a des desserts aussi, donc on a de quoi faire. Donc le principe du resto, d'après ce que j'ai compris, c'est de la cuisine française, mais t'as aussi de la cuisine, je sais pas si c'est polonais. On se demandait, la cuisine c'est polonais? C'est de la cuisine de l'Est. De l'Est. Donc oui, il y a polonais, c'est l'autre côté cuisine française. Et du coup, la première question que je pose, c'est pourquoi tu as choisi ce resto? Alors, moi c'était pour le côté un peu atypique de la cuisine de l'Est, justement. Parmi les restos que tu m'as envoyés, c'était celui qui me paraissait le plus original en termes de créativité dans la cuisine. Même si j'ai pris un plat français au final. Tu connais la cuisine de l'Est ou pas? Pas du tout, je suis allée une fois à Prague, en République tchèque. Et du coup, on avait goûté des spécialités là-bas. C'était de la cuisine assez riche, sinon je connais pas du tout, non. Il y a beaucoup de restos israéliens, léventins et tout, mais de l'Est, vraiment de la Pologne et tout ça. Non, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est peu courant, ou du moins, je connais pas. Mais je suis contente de découvrir. Bah, moi aussi, je découvre. J'aime bien les cuisines qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui pour découvrir des nouveaux plats. Bah, après, j'aime bien mes plats traditionnels aussi. Sur ma chaîne, en fait, j'invite des gens avant tout pour parler de leur histoire personnelle à eux. Ouais. Toi, c'est vrai qu'on te connaît sur les réseaux, un petit peu voilà, sur Instagram, où tu vulgarises pas mal de choses. Ouais. Mais c'est vrai que tu parles pas de toi. Non. Mais c'est normal, hein. Ouais. Du coup, ici, si t'es d'accord, on peut parler de tes travaux de recherche, mais on peut aussi parler de ton histoire avec l'alimentation. Je pense que t'en as pas trop parlé, nulle part. Parce que quand on t'invite sur des podcasts, c'est souvent pour parler de ton côté chercheuse, scientifique. Ouais. Mais ton histoire personnelle avec la nourriture, parce qu'elle a jamais été très compliquée. Enfin, j'ai été éduquée par des parents qui cuisinaient à la maison, qui nous ont fait goûter de tout. J'ai vécu toute mon enfance en Polynésie française. Donc, c'était très diversifié de fruits, de légumes, on avait beaucoup de poissons, des féculents qui sont assez typiques de là-bas. On avait du manioc, des pommes de terre, des choses comme ça, des bananes plantains, des choses que j'ai pas finalement remangées depuis que je suis en France. Mais j'y suis pas restée trop longtemps, je suis rentrée en France, j'avais 10 ans. Tes parents, ils étaient pas polynésiens, enfin, non, pas du tout. Donc, non, ils sont français. Ils faisaient goûter du fromage et des trucs français en même temps. Alors oui, c'était très rare parce que c'était excessivement cher. Donc en fait, le fromage, j'étais, enfin pas bon.
Maintenant que je connais le vrai fromage français, pour moi, ça avait rien à voir. Ouais. Et l'accès aux produits un petit peu industriels, à l'époque où j'y habitais, c'était très limité en fait. Maintenant, je pense que ça a changé. Mais donc du coup, j'ai été élevée comme ça, au niveau de la nourriture. J'ai pas de souvenirs traumatisants. Je mangeais normalement. J'ai jamais eu de problème. Jamais été contrôlée. Jamais. Quand j'étais jeune. J'ai eu 1 an quand j'étais au lycée où ça m'a traversé l'esprit. Mais tu l'as mis en application ou ça t'a juste... Non, ça m'a traversé l'esprit, je me suis jamais restreinte, enfin, j'ai jamais contrôlé la qualité de ce que je mangeais. J'ai toujours mangé tout avec plaisir. Mais il y a eu une année au lycée où j'ai eu beaucoup de problèmes personnels et ça a impacté mon alimentation. J'ai mangé très peu. Je me privais de rien du tout. C'était pas forcément du contrôle. C'était une manière de manifester mon mal-être, je pense. Du coup, j'étais pas bien et pour interpeller mes parents et dire occupez-vous de moi, ça va pas. T'avais réduit les quantités en fait. Ouais, c'est ça. T'avais perdu du poids? J'ai jamais été grosse. J'ai jamais eu vraiment de forme ni rien du tout. Et en plus, je faisais de l'athlétisme. J'ai pas perdu de poids. Je pense que ça se voyait pas spécialement. Puis ça a vraiment pas duré longtemps. Ça m'a pas trop perturbée. Il y a rien qui a été mis en place pour changer quoi que ce soit. J'ai naturellement déprimée en fait. Ouais, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Mais ça s'est jamais reproduit, ça a duré 6 mois. Ouais, c'est venu comme c'est parti. J'étais suivie par une psy, mais on n'a jamais parlé d'alimentation. J'ai parlé de mes problèmes personnels, mais jamais à aucun moment on est venu à l'alimentation, puisque en fait quand tu me poses la question là avec du recul, quand je retrace mon histoire avec l'alimentation, je me dis oui, il y a eu cette période, ça a duré 6 mois. C'est parti comme c'est venu, et c'était plus, je pense, une manière d'attirer l'attention sur oh, je suis là, occupez-vous de moi. Ça n'avait rien à voir ni avec mon image corporelle, ni avec l'alimentation en tant que telle, ni... Ton image corporelle, tu n'en as jamais vraiment souffert. Parce que si tu étais plutôt fine, voire maigre, enfin, je sais pas si tu étais maigre, tu pouvais aussi te prendre des remarques. J'ai jamais eu de remarques sur mon apparence physique, ni sur mon poids, ni... Je pense que j'ai été un peu privilégiée vis-à-vis de ça, ou en tout cas, si on m'en a fait, ça m'a pas marqué. Je pense que c'est pour ça aussi que j'en parle très peu, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. T'as été restée une mangeuse intuitive. Je sais pas si, ouais, je pense. Je sais pas si on peut qualifier ça de vraiment intuitif, mais j'ai jamais eu de réflexion vis-à-vis de qu'est-ce que je dois manger. La grande question que j'ai, je sais pas si ça peut s'apparenter à quelque chose de bizarre ou pas, c'est qu'on sait jamais ce qu'on va faire à manger. Par exemple, si on me demande qu'est-ce que tu veux manger, je suis incapable de le dire. Mais je suis très contente qu'on me fasse à manger, par exemple. Peu importe ce que c'est, mais j'ai du mal à dire j'ai envie de ça ou ça. Ou sinon, j'ai des appétits très spécifiques à certains moments où ça va me prendre, il va me falloir ça à ce moment-là. Parfois, même sur des aliments que j'aime pas. J'ai l'impression que c'est un peu la caractéristique des mangeurs intuitifs, ça. Bah, quand on regarde finalement et qu'on prend du recul, oui. Par exemple, j'aime pas les radis. Mais genre, j'aime pas ça du tout. Et il y a eu une période, ça faisait beaucoup rire mon conjoint, parce que depuis qu'il me connaît, je ne veux pas de radis. Et il y a eu 2 semaines, il y a 2-3 ans, où j'ai fait une cure de radis. J'étais obsédée par les radis, il me fallait des radis. Et c'est passé comme c'est venu aussi. Et depuis, t'aimes les radis? Non, pas spécialement. Bah, je peux pas dire que je les aime pas au point que je les aimais pas avant. Mais s'il y en a, je les mange, mais je vais pas aller courir après. Je pense que j'avais goûté un plat avec des radis dans un restaurant et que ça m'avait dit ah ouais, finalement c'est pas si pire, et je fonctionne beaucoup comme ça pour beaucoup de choses. Et il y a d'autres aliments que t'aimes pas, à part les radis? Que j'aime pas, alors je suis végétarienne et autant par éthique que par j'aime pas la viande. Et depuis quand? 2015. Quand t'étais enfant, t'étais pas végétarienne? Non. Il y avait de la viande et du poisson à la maison. Mon père est carnivore. Donc il y avait de la viande à table. Après, on m'a jamais forcé à en manger ou à pas manger. Je courais pas trop après. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la seule viande que j'aimais, c'était la viande rouge saignante limite crue. J'aimais beaucoup moins les viandes plus cuites ou les viandes plus douces, où il fallait que ce soit de la viande saignante. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Le goût pour la viande s'est estompé au fur et à mesure, et maintenant ça me manque pas du tout, j'en veux pas et j'aime pas ça. Là je suis allée au restaurant, c'était un très bon restaurant, il y avait de la viande, donc je me suis dit ok, je vais quand même prendre le plat de viande parce que c'est un restaurant gastro. C'est pas rigide en fait. Ah non, du tout. Tu te colles pas une étiquette Non, même non. Si t'as envie de manger de la viande, t'en mangeras. Ouais, puis là c'était un restaurant gastro, je me suis dit ça vaut peut-être le coup de goûter. Bah c'est pas passé du tout en termes de goût, pourtant c'était très bien préparé et tout, mais ça m'a pas plu. Moi je l'ai mangé, mais ça m'a pas plu. Enfin je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Il y a 10 ans c'était quasiment impossible quand j'allais au restaurant de trouver une option végétarienne. Oui. Ou l'option végétarienne c'était haricots verts et pommes de terre. Et partout. Ouais, c'était les accompagnements. Ouais. Aujourd'hui à peu près où que j'aille, j'ai
toujours une option végé, qui est quand même assez élaborée, où je prends du plaisir et que c'est pas juste... Enfin, j'aime bien les haricots verts et les patates, hein, mais... Oui, oui. Mais tu manges quand même des... Enfin, t'es pas végane, tu manges des protéines. Non, j'adore les œufs, je mange du fromage. Être végane, là, par exemple, tu n'aurais rien eu, quoi. Oui. C'est compliqué quand t'es végane. Ouais. Oui, c'est pour moi. Voilà. Merci. Bon, bah, place à la dégustation. Hein. Bon appétit, ça a l'air hyper bon. Je sais pas C'est comment hyper manger beau. ça. Oh là C'est là. gros. Ouais, je sais pas comment le faire. Je sais pas si. Je pense que tu peux pas manger ça à la main, tellement il y a de sauce. C'est hyper bon. Il y a la dose de cheddar. Et il y a des petits. Je crois que c'est des oignons conchis. C'est hyper bon. C'est un peu mon plat doudou, les ravioles en plus, j'adore ça. On fait souvent en gratin. Avant d'aller dans le resto, t'avais regardé vite fait la carte. Non, pas du tout. J'aime bien avoir des... Enfin, j'ai juste vérifié qu'il y avait des options végé. T'as choisi comment alors? Juste sur la description du restaurant? Ouais, quand j'ai vu que c'était cuisine un petit peu de l'Est, atypique, je me suis dit, allez, par rapport aux autres qui avaient l'air un peu plus classiques, ça m'a plus inspiré. Donc finalement, j'ai pris un plat assez classique, mais je suis très contente, c'est hyper bon. Il y a une sauce au basilic, c'est trop bon. C'est compliqué à manger mon truc. Hein. La sauce au cheddar, tu veux goûter? Allez, bonne. Ça a l'air pas mal du tout. N'hésite pas si tu veux prendre une petite raviole aussi. Ça vaut le coup. Il y a un pickle au milieu. Ah, c'est un chou-fleur. T'es en train de me dire, c'est quoi ce truc? C'est bon. Et le pastrami, du coup, c'est du jambon un C'est peu. le truc, là, pour moi, je crois que c'est du bœuf. C'est du bœuf séché. Ouais, c'est du bœuf séché, ouais. Si tu veux goûter la sauce, tu peux prendre de viande. C'est là. Hop là. Ah oui, c'est bon. C'est super bon. La sauce, elle est hyper bonne. Ouais. Et quand tu étais petite, tu étais plutôt quelqu'un qui s'intéressait à la nourriture ou tu mangeais parce qu'il fallait manger? Je peux pas dire que je mangeais parce qu'il fallait manger. J'ai eu la chance en fait de vivre un peu dans la nature. On avait un manguier, un avocatier dans mon jardin et j'étais du genre à kiffer aller ramasser mes fruits, mes légumes pour les manger. Et mon papa pêchait au harpon pour le poisson. Et ça, en fait, ça a été un choc culturel quand je suis rentrée en France. J'avais 10 ans et on m'a mis à la cantine. Ma maman était toute seule à s'occuper de mon petit frère et moi parce que mes parents ont divorcé quand je suis rentrée en France et mon père est resté en Polynésie. Donc ma mère me gérait mon frère et moi, mais elle travaillait en même temps, donc elle faisait des trucs faciles. Elle s'est toujours quand même donné du mal pour faire des choses qui étaient variées, diversifiées, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on mangeait quand on était en Polynésie, forcément. Je pense que je me suis très vite habituée parce que ça m'a pas forcément marqué. Ça m'a pas marqué. Tu as dû réapprendre ton répertoire culinaire. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait plein de choses que on n'avait pas accès du tout en fait en Polynésie. Et puis pareil, en France, à l'époque, maintenant tu vois, tu commences à avoir des bananes plantains et des trucs. Mais non, mais je peux pas manger des bananes. J'adore les bananes. Quand je suis arrivée en France, j'ai arrêté d'aimer les bananes. Ça n'a rien à voir. Ouais. Les bananes plantains? Non, les bananes tout court, par exemple. Ah oui, ouais. Bah, même les fruits, les mangues et tout ça, ça devait être meilleur. Ouais. Et puis ça a été l'inverse. Maintenant, ici en France, les mangues c'est super cher. En Polynésie, c'était dans mon jardin. Le poisson est cher en France. Ouais, la tendance est un peu inversée. Bah, ici, t'as des pommes, des poires. Mais je pense que j'ai découvert d'autres choses aussi. Et je suis très néophile. J'adore les trucs nouveaux, même dans ma vie de manière générale, mais avec l'alimentation beaucoup. Comme moi. Oui. Quand t'as vécu un trouble du comportement alimentaire, d'être un peu comme ça aide à guérir. En tout cas, ça pousse à découvrir de nouvelles choses, à se concentrer du coup sur les choses qu'on découvre et pas sur les mécanismes intérieurs. Mais c'est très possible. Les gens qui ont de la néophobie alimentaire, souvent c'est les enfants, mais il peut y avoir des adultes. Une des choses qu'on met en place tout de suite, c'est aller vers de nouveaux aliments. Ou des aliments qu'on connaît, mais c'est sous des nouvelles formes, par exemple. Si les carottes, c'est ok sous forme de purée, on va les manger sous forme de bâtonnet, par exemple. À pousser à aller vers des nouvelles choses et se focusser sur la nouvelle chose et pas sur ce qui fait peur. C'est un peu paradoxal, mais ça marche bien. Ils m'ont mis la dose de persil. Mais oui, non, j'ai personnellement pas été très impactée par la relation que je peux avoir avec mon alimentation. C'est une des rares personnes pour l'instant que je reçois. Comment t'en es venue à vouloir faire des études de diététique? Ma mère était malade. Elle avait un cancer du sein quand j'étais au lycée. Le médecin qui l'a suivi, avec du recul, je suis plus trop pour ces techniques-là. Mais à l'époque, ça m'avait énormément intriguée. Il lui avait préconisé et il y avait une liste d'aliments conseillés, une liste d'aliments à éviter.
pour mieux tolérer le traitement, la chimio, la radiothérapie. Et puis après pour les phytoestrogènes, les choses comme ça, il y a eu des aliments qu'elle avait plus du tout le droit de manger. Et ça me fascinait de voir que l'alimentation pouvait avoir un tel pouvoir entre guillemets. Avec du recul, je me dis bon. Mais à cette époque-là, j'étais fascinée de voir que peut-être l'alimentation pouvait soigner, peut-être l'alimentation pouvait aider à améliorer des maladies aussi graves. Pour moi, ça ouvrait tous les champs des possibles avec juste ce qu'on mange en fait. Et en fait, j'ai pas du tout fait de diététicienne au début. En sortant du bac, j'ai fait une classe préparatoire en biologie parce que ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était comment fonctionnait le corps humain, mais de manière générale. C'était pas la nourriture en tant que telle. Et pourquoi t'as pas fait médecine la question. Ouais, bah, ça aurait paru logique. Je voulais pas être au contact des personnes malades. Et je voulais pas être dans un hôpital. Et même si après je travaillais pas dans un hôpital, ne serait-ce que pour les études, j'aurais été obligée d'y passer. Quitte à être au contact de personnes malades, je voulais pas les ouvrir, c'était pas mon truc. Donc j'ai fait une classe prépa en biologie parce que moi je voulais faire de la bio. Je voulais faire de la bio, je pense au début, j'ai toujours voulu faire de la recherche et je voulais faire de la recherche en océanologie. Donc c'est biologiste marin en gros. C'est l'étude des fonds marins, étude des populations marines. Du coup j'ai fait ma classe prépa pour ça. Bah, j'ai pas fini ma classe prépa. J'ai fait 2 ans et demi et je suis pas allée jusqu'au concours. Parce que ça t'a pas plu au bout de 6 ans? Non, j'étais dans un contexte qui était un peu compliqué. Puis en plus j'étais bonne élève, je m'en sortais très bien en prépa, mais j'ai eu un saturé, j'ai tout arrêté. Et il a fallu que je trouve quelque chose à faire quand même pour poursuivre mes études et je pouvais pas m'arrêter là. Après une classe prépa, on n'a rien, on n'a même pas d'équivalence. Enfin, s'il y a des passerelles avec la fac. Et là je suis revenue à pourquoi pas la nutrition, du coup ça mêlait études du corps humain et le lien qu'il y avait. Il y avait des patients, mais mon but quand j'ai fait nutritionniste, c'était pas de travailler forcément avec les patients. C'était d'étudier l'alimentation et pourquoi pas travailler dans un groupe pour étudier l'alimentation. J'étais toujours dans mes idées de recherche. Ça avait dévié, du coup c'était plus la biologie marine, mais je pensais plutôt agro, essayer de développer des produits plus éco-responsables, comment on pouvait faire pour améliorer les aliments. Voilà. Donc j'ai eu des phases de transition comme ça. Des cours aussi que j'avais eu en prépa où toute la science des aliments, ça m'avait énormément intéressé quand on avait étudié les lipides, les protéines, les glucides. Au niveau moléculaire, ça m'a intéressé. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Et c'était pas du tout dans l'optique d'avoir des patients. Et en fait, pendant mes études de nutrition, j'ai eu des stages, comme tous les étudiants en BTS diététique, on a des stages. Mes stages, je les ai orientés vers la restauration collective, c'est obligatoire. À la cantine, ça m'a pas plu du tout. J'ai dû donner un cours aux enfants sur l'éducation nutritionnelle. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Après, j'ai fait un stage optionnel aux banques alimentaires avec les personnes qui ont des conditions précaires et essayer de trouver des aliments qui permettent de les nourrir sans que ce soit compliqué parce que souvent, c'est même pas trop cher, c'est que souvent ils ont pas de frigo. Ils ont juste un micro-ondes ou une bouilloire. Donc on développait en fait des recettes et des menus pour les personnes en situation précaire et ça m'a beaucoup intéressé. C'est hyper challengeant, c'est super. Ouais, c'était souvent à base de boîtes de conserve. On a fait un livret de recettes imagé parce qu'il y avait aussi des personnes qui savaient pas lire. Donc il fallait qu'on puisse transmettre l'information ou qui parlaient pas français. Donc transmettre l'information de manière plus visuelle. Mais après j'ai fait mes stages en hôpitaux. Il y a un de mes 2 stages en hôpitaux que j'ai fait dans le sud de la France à Eugénie-les-Bains. C'est dans une cure thermale où ils prenaient en charge le syndrome métabolique. Et là je suis tombée sur 2 diètes qui étaient exceptionnelles. Elles m'ont beaucoup chamboulée parce que c'était un écart monstre avec ce que j'apprenais en cours. C'est elles qui m'ont initiée au principe d'alimentation bio-psychosensorielle, on va dire. On parlait pas du tout d'alimentation intuitive à cette époque-là. Ça n'existait pas en France. J'avais jamais entendu ce terme-là du tout. C'était ça en fait. C'était des patients qui avaient des diabètes, qui arrivaient avec des maladies de l'hypertension artérielle, avec des choses graves quoi. Moi je m'attendais à ce qu'on suive à la lettre ce que j'avais vu en cours de régime en cours et pas du tout. Elles étaient vraiment ouvertes à écouter le corps, à découvrir de nouveaux aliments, pas de restrictions, travailler sur l'aspect cognitif, sur l'aspect psychologique. C'était en quelle année ça? J'étais en première année de BTS diététique, c'était en 2014. Ça m'a ouvert une nouvelle voie en nutrition à laquelle j'avais jamais pensé. Comment ça se fait que tu es allée là? J'avais envie d'aller au cure thermale. Ah mais t'as choisi celle-là, t'as eu du bol parce que t'aurais pu tomber sur une hyper restrictive avec des gens qui font des régimes et... À cette époque-là, j'habitais à côté de Toulouse et j'avais envoyé mon CV dans toutes les cures thermales autour de Toulouse et c'est eux qui m'ont appelé et qui m'ont donné la place en fait pour le stage. J'ai eu de la chance de tomber sur ces 2 diètes.
Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc avec l'alimentation qui est plus psychologique et c'est quelque chose que j'avais déjà constaté en fait dans la rigidité qu'on pouvait avoir dans les cours de BTS diététique sur les cours de régime. Je suis quelqu'un qui aime pas rentrer dans les cases, aller au-delà, essayer de comprendre aussi. Je demandais pourquoi on fait ça, et pourquoi pas comme ça, et pourquoi ça marche et ça marche sur tout le monde. Et j'avais pas de réponse. Et là, je commençais à avoir un début de réponse de on fonctionne tous différemment, d'un point de vue physiologique certes, mais aussi d'un point de vue psychologique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue d'éducation avant, de plein de choses. Et ces facteurs, ils ont commencé à être importants dans la relation que je pouvais développer avec le métier de diète. Elles m'ont parlé de formation, puis après je me suis dit mais la psychologie c'est contrôlé par le cerveau. Enfin, j'étais dans le cerveau. Le cerveau est arrivé à ce moment-là. Il faut que je comprenne, il y a un truc qui se passe. Et sur 2 ans de cours de BTS diététique, j'ai eu 1h30 de cours où ils nous expliquent la régulation de la prise alimentaire avec le cerveau. Comme tous les gens qui font BTS diététique encore actuellement, je pense. Et c'était juste en sortant de ce stage. J'ai dit à ma prof, mais du coup ça fonctionne comment et ça fonctionne comment? Et là je pense que c'est des parcours, enfin des trucs de circonstances on va dire. La prof que j'avais en bio en 2e année de BTS diététique, elle avait eu un doctorat en immunologie. Et avec les questions que je posais, elle me dit mais Alicia c'est pas possible, tu peux pas en rester là. Il faut que tu te formes parce que le programme il est strict. Moi j'ai pas les clés parce que j'ai pas les connaissances. Du coup elle m'a orientée vers des, on va dire des cours vulgarisés sur le cerveau et le comportement alimentaire. Là j'ai découvert le noyau arqué, l'hypothalamus, les neurones sur lesquels je travaille maintenant aujourd'hui. Et là ça a été le coup de cœur. Ça a été le coup de cœur pour les neurosciences. Je me suis dit ok c'est ça que je veux faire, mais j'avais un BTS diététique, c'était pas possible. Enfin il fallait que je continue mes études, il fallait que je reprenne une fac. Tout était compliqué et je me suis dit je suis pas légitime en tant que chercheur si je sais pas ce que c'est que la vraie vie en fait, la confrontation avec la vie réelle, avec les vrais patients, avec les vrais gens, parce qu'on est derrière un laboratoire, on voit pas les gens. Mais c'est vrai, aujourd'hui je le vois. Ça m'aide énormément dans mes choix d'hypothèses et dans les choix de qu'est-ce que je fais comme expérience. Est-ce que c'est judicieux parce que du coup je travaille sur l'animal. Est-ce que c'est judicieux d'utiliser des animaux pour ça alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout applicable à la clinique, quoi. En même temps, l'aspect biopsychosensoriel, j'ai fait une formation supplémentaire, c'est le DU de Dijon en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. T'as pas fait le gros? Non, j'ai pas fait la formation du gros. Oui, c'est un peu pareil. À l'époque, il y avait des cours du gros dans le DU. En même temps, j'avais commencé à monter mon cabinet et je savais pas trop. Au début, c'était tout venant. Je prenais tous les patients, il n'y avait pas de spécialité. Mais toutes les consultations revenaient toujours, quelle que soit la cause initiale de consultation, on en venait toujours à parler de la relation avec l'alimentation, etc. Parce que c'était toi. J'ai essayé de mettre très maladroitement d'ailleurs au début, mais j'ai essayé de mettre en place les outils que j'avais appris en DU et puis avec les 2 diètes de Génie-les-Bains. Et en tâtonnant, je me suis dit ça intéresse les patients. Les gens me disaient d'habitude quand je vais voir la diète, elle me donne un régime et je rentre à la maison. Je fais oui, mais ça m'intéressait pas. Puis petit à petit, j'ai commencé à parler de comportement alimentaire et ça c'est peut-être sur les 6 premiers mois de ma carrière. Enfin, les médecins autour du cabinet où j'exerçais, quand ils m'envoyaient des patients et que les patients revenaient, elle parle du trouble du comportement alimentaire, elle parle de comportement alimentaire. Donc ils ont commencé à m'envoyer des patients qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Et ça s'est développé comme ça. Et c'est là où je me suis le plus éclatée de toute ma carrière, c'est quand j'ai commencé à faire vraiment du comportement alimentaire. C'était ça qui m'intéressait vraiment dans la nutrition, c'était de travailler sur le pourquoi, le comment, l'individualité de chacun. Finalement, la clinique, ça répondait pas à toutes tes questions, tu as voulu poursuivre J'ai fait ça pendant 5 ans. À la fin, en parallèle, j'ai continué à la fac. Je faisais le cabinet souvent le soir et les week-ends et la journée, j'allais en cours. Alors, j'ai fait un master de biologie et physiologie intégrative à 10 € à P7 et un master de nutrition, signalisation et métabolisme à P7 aussi, en parallèle du cabinet. Je calais les rendez-vous entre midi et 2, le soir, le matin tôt et le week-end. Et je faisais les cours la journée. Ça a aussi participé j'en ai marre du cabinet. Je faisais trop de choses en même temps. Tu devrais être crevée. Et en parallèle, ce qui m'a affectée, on va dire, c'est que j'étais très contente de faire ce que je faisais, mais je suis quelqu'un qui est très empathique, on va dire, dans le sens péjoratif du terme, au sens où j'avais du mal à faire la part des choses entre ce que les gens vivaient et ce que moi j'absorbais. Et j'arrivais pas à fermer le tiroir du cabinet quand je rentrais chez moi le soir. Ça a commencé à devenir un peu compliqué dans le sens où ça me hantait, les histoires. Et puis quand on travaille avec les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, souvent, il y a des parcours de vie qui sont assez compliqués. Enfin, j'étais meurtrie de tout ce que j'entendais dans la journée. Donc tout ça mis bout à bout. Et puis après, un peu le syndrome du sauveur, à vouloir aider tout le monde et donc du coup à dire oui à tout et pas mettre de limites. Ça fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit,
j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un laboratoire de thèse qui m'a accepté pour faire ma thèse. Et c'était une thèse, j'aurais pas pu tomber mieux, c'était vraiment le sujet qui me plaisait, qui m'intéressait, où je voulais aller. Et là, il a fallu faire un choix parce que autant le master avec le cabinet, c'était chaud, mais la thèse, ça aurait été impossible. Puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis en thèse et c'est sûr, je retournerai pas au cabinet. Je me suis épanouie dans ce domaine-là, je me suis épanouie et j'ai l'impression d'avoir plus d'action. Ouais, j'ai des débouchés derrière. Et j'ai resté dans le même thème? Soit pour rester dans le domaine de la recherche. Là, oui, j'ai des débouchés. Et puis après, il y a tout ce qui est journalisme scientifique sur le sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Et j'ai des débouchés qui me permettront de véhiculer les connaissances, de continuer à les vulgariser parce que finalement, c'est ça qui est important pour moi, c'est de transmettre les connaissances. Faire de la recherche, c'est bien, mais si on peut pas en parler et renseigner les gens, bah, c'est dommage qu'il y ait un côté un peu palpable, applicable et que puisse y avoir une transmission de connaissances aux gens. Parce que je pense aussi que plus on... Alors c'est vrai, c'est pas vrai, mais plus on connaît le fonctionnement des choses, plus ça nous fait prendre du recul aussi sur les croyances qu'on a et qui sont pas forcément aidantes dans notre relation à l'alimentation. Et quand on comprend un peu mieux comment ça fonctionne, je trouve que ça peut aider aussi à avoir du recul sur soi-même et sur le comportement qu'on a vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis du corps. En tout cas, c'est des choses que j'ai vues dans l'expérience que je peux avoir avec les patients et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est plus d'accompagner les gens. Surtout que dans les consultations, bon, bien sûr, 2 histoires ne sont pas identiques, mais nous, les choses qu'on mettait en place, alors on a des boîtes à outils pour aider les gens. Je tournais quand même souvent en rond. Pas avec les histoires des gens, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais les conseils, les outils de travail et les résultats que ça fournit, au final, même si les gens ont leur individualité qui fonctionne pas pareil, ça c'est certain, le travail de thérapeute est quand même relativement similaire. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti. En fait, tout à l'heure, quand t'as dit un truc, c'est que t'aimais pas rentrer dans les cases et que tu cherchais toujours à comprendre. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère, je pense, qui est pas mal et qui doit te protéger si tu l'as très jeune des TCA, je pense. Je sais pas, en tout cas, depuis toute petite, c'était assez rigolo. Ma mère a retrouvé les carnets, pas les carnets de notes, parce qu'il n'y avait pas de notes quand j'étais en maternelle, mais on avait quand même des petites appréciations des professeurs, là, à la fin des trimestres ou de l'année. J'en ai retrouvé de quand j'étais en maternelle. La maîtresse disait, Alicia a toujours les yeux ouverts, elle regarde tout, elle est curieuse de tout. Et donc, je pense que j'ai un truc comme ça depuis toute petite. Et j'étais la casse-pied de service qui posait toujours la question qui mettait mal à l'aise le prof parce qu'il savait pas répondre et qui avait besoin de comprendre et qui décortiquait tout et qui était curieuse de tout. Et je l'ai gardé en moindre mesure, je pense. Enfin, moi, j'ai toujours été me poser plein de questions et tout, mais sans oser les dire, à les garder pour moi et pour essayer de rentrer dans les cases. Tu vois, c'est l'inverse en fait. J'ai refoulé mon comportement, je sais pas pourquoi. Ta personnalité, en fait. Voilà. Donc, je pense que quand on vit en société, c'est compliqué aussi d'être 100% soi-même. Enfin, je le sens moi aussi, et c'est très vulnérable de dire ça finalement face à une caméra, mais moi aussi, à chaque fois que je sors, je remets un masque. J'ai pas le même masque quand je suis avec mes parents, quand je suis avec mes potes, quand je suis avec mes mecs, quand je suis au boulot. Il y a des collègues à moi qui m'ont vu dans le cadre personnel avec mes potes, ils m'ont dit mais c'est pas toi. Bah c'est moi. Et c'est quelque chose que je fais pas, j'y réfléchis pas, ça se fait naturellement, mais je pense pas être la seule à être comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est induit par notre environnement, par la société qui nous met dans des cases, donc du coup on respecte les cases. Mais moi j'aime pas ça. J'aime pas ça et quand je m'en rends compte, j'essaye de voir ce que je peux faire pour faire différemment et être plus à l'aise. C'est super bon, mais c'est copieux. Il y a une espèce de truc, c'est du fromage frais. En plus de la sauce cheddar. Mais le pastrami, en fait, il est pas super... c'est limite comme du... Si, il est cuit. Enfin, non, le pastrami, en fait, d'habitude, c'est plus rose que ça. D'accord. Là, ça fait limite comme du roast beef. Je trouve que c'est pas mal, parce que des fois, le pastrami, c'est super salé. Parce que c'est comme de la charcuterie. Il y a différents niveaux de cuisson, en fait. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué que beaucoup de diètes prenaient en charge des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont été un peu touchés eux-mêmes. Ouais, bah après, on l'a mis dans la figure, hein, des patientes. Vous avez vécu ça? Non. Comment vous pouvez le savoir alors? Je peux pas savoir, je peux pas ressentir la même chose que vous, mais une personne qui a vécu les troubles de comportement alimentaire, c'est pas forcément ressentir la même chose que vous. On a chacun notre histoire. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui me dépassent et que je peux peut-être pas comprendre, mais c'est peut-être justement parce que je peux pas les comprendre que je peux aider, quelque part. Je pense pas que ce soit le fait d'avoir vécu ou pas les troubles du comportement alimentaire qui aide les patients. Non, c'est la manière de le prendre en charge, la manière d'avoir de l'empathie, la manière d'être à l'écoute, la manière de proposer des solutions ou en tout cas des possibilités de travail qui sont pertinentes en fonction de la personne.
personne, de savoir s'ajuster en fonction de la personne. Et à côté de ça, je pense pas non plus que ce soit incompatible quelqu'un qui a vécu des troubles du comportement alimentaire et qui prenne en charge des patients. Et maintenant, je l'ai aussi beaucoup entendu ah oui, mais ça m'aide moi-même de le faire. Ça veut pas dire que c'est un mauvais professionnel de santé, mais il y a toujours une ambiguïté sur le pourquoi je le fais. Tu penses que ça peut réellement aider? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est très individuel en fonction de la personne. Il y a des gens que ça a bien dû aider, d'autres que ça a dû enfoncer encore plus, parce que quand on est confronté, j'ai l'exemple d'une personne qui avait une association avec qui j'ai bossé, qui a elle vécu de l'anorexie. Donc il y avait une association contre l'anorexie. L'association a disparu avec le Covid. Ils n'ont pas survécu à la crise du Covid. Mais elle, justement, elle a fait ça pour pas que d'autres personnes revivent la même chose qu'elle et pour s'aider elle-même. Et au final, à la fin, elle me disait mais je peux plus entendre autour de moi des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Ça me ramène toujours à moi ce que j'ai vécu et ça me renferme dedans. Et elle me disait des fois quand j'ai des gens qui ont des techniques improbables de perte de poids et que c'est un truc que j'ai pas essayé, je me dis bah tiens, j'ai pas essayé ça. C'est qu'elle était Elle était pas soignée, clairement, elle était d'elle-même. Puis elle était encore dedans, quoi. Et puis là, c'était une association. Elle n'était pas professionnelle de santé du tout. Hein. Je pense que ça dépend de la personne, de où elle en est dans son parcours de vie, dans son parcours avec son trouble du comportement alimentaire et de la personnalité, si on est capable de faire la part des choses ou pas. J'ai lu aussi des biographies de personnes qui ont souffert d'anorexie mentale. Je pense au Pavillon des enfants fous, par exemple. Je sais pas si tu le connais, ce livre. Ou Légère comme un papillon. Bah, c'est assez joli, enfin c'est assez joli, c'est triste, hein. C'est des histoires vraies, c'est des personnes qui souffraient d'anorexie mentale et qui ont écrit des bouquins. Je crois que les deux, mais il y en a une des deux plus, qui était médecin et qui souffrait d'anorexie mentale sévère, d'ailleurs elle en est décédée. Et elle était médecin et les gens autour d'elle voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas en termes de maigreur, mais elle a toujours été très impassible. Et les patients ont dit qu'il n'y a jamais, à aucun moment, ils avaient ressenti quoi que ce soit à cause de ça, quoi. Je pense qu'on peut être professionnel de santé et avoir un problème ou avoir eu un problème. Ce monde a fini, je pense. C'était hyper bon. Ouais, super bon. Autre chose? Petit dessert? Le truc à la pistache? Ouais. Donc on est parti sur les deux desserts les plus originaux de la carte, je pense. La mousse au butternut et chocolat blanc et le Médovic millefeuille, miel et noix. Ah oui, j'ai une question justement, vu que maintenant tu m'as raconté toute ta vie avec l'alimentation et tout. Une question plus pour Alicia, la chercheuse. Je sais pas si tu auras la réponse. Moi, il y a un truc qui me fascine, ou je sais pas, qui me travaille. C'est quand tu as des personnes en fait, qui se mettent en restriction calorique, que ce soit volontairement ou pas. Il y en a qui vont rapidement se jeter sur la nourriture pour compenser ce qui est à peu près biologiquement normal. Ouais. Et d'autres qui vont avoir cette capacité à résister et à renier complètement leur façon de... J'ai pas de réponse toute faite ni qui soit parfaitement juste. Ce que je pense, c'est que souvent, je vais pas dire à 100% des cas, mais une grande partie des cas, les personnes qui vont réussir à maintenir la restriction sont des personnes qui ont de l'anorexie. Oui, clairement. Mais parmi celles qui ont de l'anorexie, t'en as qui vont vite évoluer vers le pendant. Ouais, j'ai compris. Alors, c'est des mécanismes physiopathologiques qui, je pense, sont différents. Mais d'ailleurs, en fait, le problème avec l'anorexie mentale, c'est qu'aujourd'hui, déjà, mon caractériser ça d'anorexie, c'est pas juste. L'anorexie, c'est une perte d'appétit. Là, c'est clairement pas une perte d'appétit. On pourrait parler de dysrexie, un fonctionnement de la prise alimentaire. C'est un mauvais mot, mais bon, maintenant, il est tellement répandu que tu pourras pas le changer, je pense. Non, certes, mais mental. C'est tout sauf mental. Et c'est cette étiquette qu'on a donnée qui me dérange un petit peu. Bien sûr qu'il y a des... toi, c'est pas avant tout une maladie mentale. Pour moi, avant tout, c'est une maladie physiologique et sur un environnement mental, on va dire, peut déclencher le trouble. L'anorexie, c'est de la génétique, c'est du métabolique, c'est du neurodéveloppemental, c'est des choses qui sont pas connues là aujourd'hui. Les définitions n'ont pas évolué depuis des années, alors que les 5-6 dernières années, là, on a eu des connaissances inouïes qui sont sorties dans la littérature. On sait que il y a quelque chose, quoi. C'est physiopathologique. Le mental a une place importante, bien sûr, qui est un élément déclencheur et pas une cause. Enfin, si, ça, du coup, c'est le serpent qui prendra la queue, mais parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu cet élément déclencheur, même avec une sous-jacence physiopathologique, le trouble ne se serait pas déclenché. Bah oui. Donc, c'est l'élément déclencheur pour moi. Donc, forcément, ça rentre dans les causes, mais pas dans le fonctionnement biologique de la pathologie. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents gènes qui sont impliqués. On sait aussi qu'il y a des sous-groupes. L'anorexie mentale, c'est pas juste l'anorexie mentale. Ouais, bah ça, c'est ce que je pense aussi. Hein. Mais c'est une évidence.
tendance. Dans l'obésité non plus, hein. C'est des sous-groupes de patients avec on voit clairement des fonctionnements très différents et on voit des sous-groupes. Et le sous-groupe de l'anorexie restrictive, il y a certainement des gènes de prédisposition qui rendent cette capacité à moins ressentir la faim peut-être, ou à moins avoir de motivation à y répondre. Et ça se gère au niveau du cerveau. Mais du coup, il y aurait peut-être des choses différentes au niveau de la génétique entre celles qui viennent plus dans l'anorexie boulimie rapide. Ouais. Que celles qui restent dans l'anorexie restrictive. Ouais. En fait, il y a ce qu'on appelle un GWAS. Donc, c'est en français une étude à grande ampleur du génome qui a été réalisée pour des patients qui souffrent d'anorexie mentale, où on va étudier les caractéristiques de gènes des patients malades en comparaison à des sujets qui n'ont pas de pathologie. Et on a mis en exergue, enfin c'est pas moi, hein, ouais. Mais dans la littérature, il a été mis en exergue des loci de gènes qui sont impliqués spécifiquement dans l'anorexie mentale et qui diffèrent en fonction ce qu'on pourrait appeler de sous-groupe, je pense, d'anorexie. Donc des gènes qui seraient impliqués dans la restriction en tant que telle, et pas dans cet instinct de survie d'aller faire des crises de boulimie parce que le corps réclame à manger. Et il y a des théories, alors aujourd'hui ça reste dans l'ordre de la théorie et pas dans l'ordre du... Je pense que ça va pas tarder. C'est de plus en plus documenté, il y a des études tant chez l'humain que chez des modèles murins qui vont dans ce sens que l'anorexie mentale en tant que telle ne serait pas une phobie de grossir, mais plutôt une addiction à la maigreur. Il y a tout un système de... Les signaux de faim vont se fixer dans le cerveau et soit ils sont pas bien perçus, soit ils sont détourner à un autre rôle, parce qu'on sait aussi que les hormones dans le corps, elles n'ont pas un rôle précis, elles peuvent avoir de multiples fonctions. Du coup, on sait que par exemple l'hormone de la faim, qu'on appelle la gréline, c'est un peu vulgarisé de dire que c'est l'hormone de la faim, c'est pas tout à fait vrai. Elle peut se fixer au niveau de l'hypothalamus pour générer cette motivation à aller chercher de la nourriture, mais elle peut aussi aller sur d'autres systèmes qui expriment son récepteur, notamment les systèmes de récompense. Et il y a une des théories qui dirait que plus cette hormone se fixe sur ses récepteurs dans le système de la récompense, plus ça développe des sécrétions de dopamine et de la recherche de récompense vis-à-vis de cette molécule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On produit plus cette molécule. Comment on fait pour plus la produire? On maigrit. Mais le fait que cette gréline va se fixer dans le système de la récompense, ça c'est dépendant des gens? C'est chez tout le monde? Non, c'est chez tout le monde. Après, ça dépend en quelle mesure, sur quel récepteur, qu'est-ce que ça génère. Oui. La gréline, elle est multifonctionnelle. Elle a pas que... Ah ouais, c'est fou ça. Notamment, elle est impliquée dans la dépense énergétique, dans l'activité locomotrice. On va partager. Ouais. Merci. Est-ce que tu aimes les groseilles et les myrtilles? Oui, j'aime tout. Donc je t'en laisse un peu aussi? Ouais. Merci. Alors attention. Premier mets de vide de ta vie? Effectivement, c'est pas feuilleté, c'est bon. C'est pas brioche, c'est ni feuilleté ni brioche. C'est super bon. T'aimes bien le miel? Parce que le miel, ça fait débat. D'ailleurs, je m'étais dit, j'ai vu qu'il y avait un glacier qui faisait de la glace au potimarron. J'ai loupé le coche parce que c'était juste un week-end, évidemment. Mais comme j'ai une sorbetière chez moi, je vais essayer d'en faire. Et j'adore. Je le fais aussi bien en sucré qu'en salé, moi. Sucré, je connais pas trop. Tu sais, les pumpkin pie et tout ça, les trucs anglo-saxons. Mais c'est hyper bon. Et en plus, c'est assez... je pense que c'est plus léger que le tiramisu. J'adore. Super bon. Tu étais en train de parler des... Ah oui. Je sais plus, de la gréline. Ouais, chez tout le monde, ça fait ça, alors. Quand on prend une souris et qu'on lui injecte de la gréline directement dans le liquide céphalorachidien, au niveau de la zone qui contrôle la récompense, elle se met à bouger. Ça active la locomotion, en fait, l'activité locomotrice. Ça a d'autres rôles. La gréline, elle n'est pas impliquée. Enfin, c'est pour ça, quand on parle de l'hormone de la faim. Oui, mais non. Mais du coup, tu connais la théorie de la migration, qui est un concept, je pense, aucunement scientifique. Non. Développé par une nana américaine qui a fait de l'anorexie, qui a écrit des bouquins. Je sais pas si c'est elle qui a développé le concept, mais c'est moi, j'ai vu ça dans ses bouquins, que en fait, quand tu es dans l'anorexie, tu fais de l'hyperactivité, parce qu'en fait, tu te retrouves dans la position d'un oiseau migrateur. En fait, les oiseaux migrateurs, quand ils font leur migration, ils mangent très peu, ça leur donne envie de migrer, et une fois qu'ils arrivent sur le lieu d'arrivée, ça y est, ils ont de la nourriture en abondance, donc ils se mettent à manger, et hop, ils arrêtent de bouger. Alors, ce qu'on voit par exemple avec les souris, c'est que si je prends des souris normales, et que je les mets en restriction calorique,
calorique. Elles ont une phase d'activation normalement où elles cherchent de la nourriture, c'est en début de nuit, qui est leur phase de jour pour elles. Elles ont leur phase active en début de nuit, alors que nous on va se coucher. Et en fait, en début de nuit, elles ont une augmentation de leur activité locomotrice parce qu'elles cherchent à manger. Et après, au fur et à mesure de la nuit, ça descend. Puis la journée, elles dorment globalement. Et si on met des souris en restriction calorique, si on diminue leurs apports alimentaires, la phase de locomotion, donc de recherche de nourriture en début de nuit, il est très augmenté. On voit qu'elles s'activent, elles cherchent vraiment de la nourriture. Et ça, on le voit sur les 2-3 premiers jours de restriction calorique. Au bout d'une semaine, une semaine et demie, ça décompense. Elle a compris qu'elle ne trouverait pas à manger et elle cherche plus, par exemple. C'est cohérent avec le fait que nous, on est des humains qui savons, entre guillemets, nous imposer des règles. Si pendant plusieurs jours, tu maintiens ta restriction calorique par le biais de ta volonté, entre guillemets, et après, tu passes de l'autre côté en mode ça se tient en fait comme théorie. Moi, j'y crois pas trop parce que c'est de la théorie qui est basée sur pas grand chose du coup. Le cerveau d'un oiseau migrateur. Non, mais ça revient au même que ce que tu m'expliques en fait. Ah oui, l'humain, les mammifères de manière générale et les animaux, le monde est rythmé par des rythmes circadiens et même nos hormones qui contrôlent notre prise alimentaire. On a un pic de leptine à 6h le matin par exemple. On a un pic de gréline. C'est pas si simple que ça. Ça veut pas dire ça. La leptine n'est pas l'hormone de la satiété. Ça, c'est en fait c'est un concept tellement vulgarisé qu'il en devient faux. La leptine et la gréline, c'est des hormones de régulation à long terme en plus. C'est-à-dire que c'est plutôt la quantité qu'il va y avoir au jour le jour et la quantité qui va passer dans le cerveau au jour le jour qui va faire qu'il va y avoir une homéostasie à long terme. Qu'est-ce qui fait qu'on amorce un repas? C'est pas que la gréline augmente. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrête un repas? C'est pas que la leptine redescend. C'est surtout des variations de la glycémie. Donc quand la glycémie commence à diminuer un tout petit peu, il y a des neurones qui sensent que la glycémie diminue un petit peu et ça va promouvoir la prise alimentaire. C'est pas la gréline en tant que telle. Et d'ailleurs, la gréline n'est pas l'hormone de la faim, c'est une hormone d'anticipation de la faim. Par exemple, si on fait un peu le concept du chien de Pavlov, le chien est conditionné à avoir une sonnette et quand il a une sonnette, il salive. Bon quand il a une sonnette, il a son pic de gréline aussi. Ça veut pas dire qu'il va avoir à manger juste derrière et qu'il va avoir faim juste derrière. Tu peux t'induire des rythmes biologiques. Tu peux t'induire une gréline en fait. Alors que c'est plus compliqué que ça, mais en attendant, la gréline elle est sécrétée en anticipation à un repas. Si par exemple, je dis n'importe quoi, on mange à 8h midi, 19h, la gréline elle est sécrétée quelque chose comme 1 heure avant qu'on commence à avoir faim au final. On voit aussi qu'elle est plus à motiver, à rechercher de la nourriture plutôt qu'à générer un vrai signal de faim. Oui. Le vrai signal de faim, il vient pas de là, enfin c'est très complexe. C'est pas une hormone qui fait ça et du coup il y a tel résultat, c'est un ensemble, c'est une synergie entre différentes molécules, entre aussi le tractus digestif qui est vide et qui va commencer à s'exciter un peu en mode j'ai faim, avec le nerf vague qui va aller communiquer avec le cerveau pour donner des informations de le tube digestif est vide. Il y a les hormones qui sont responsables de informer le cerveau sur notre état de stock, quels sont les stocks actuellement qui vont aller dire ok là on est en train de diminuer les stocks, il va falloir augmenter un petit peu la prise alimentaire. Il y a aussi une interaction de différentes zones du cerveau, donc la zone primaire on va dire qui est l'hypothalamus et qui elle se base vraiment sur quel est l'état nutritionnel à un instant T, et des régions plus corticales qui sont par exemple les systèmes de récompense. Le cortex préfrontal aussi a des effets là-dedans, l'amygdale, les hippocampes qui vont en fonction de notre environnement, de comment ça sent, de est-ce que je suis dans le noir, dans le jour, toutes les informations sensorielles. Tout ça, ça fait un micmac, ça fait un gros mélange dans le cerveau qui va finalement aboutir à la prise alimentaire. C'est compliqué. C'est pas juste leptine augmente, j'ai plus faim, gréline augmente, j'ai faim. Non. Et encore, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a aussi tous les neuropeptides ou les peptides qu'on ne connaît pas. La recherche est un puissant fond. La science est un puissant fond. Plus on avance dedans, plus on comprend qu'en fait on sait rien. On n'a que des hypothèses de fonctionnement, alors des hypothèses plus ou moins solides depuis plus ou moins longtemps, des grandes voies de régulation clés où on est sûr, mais c'est beaucoup plus complexe que la vulgarisation qu'on peut en faire. Et une hormone peut avoir différents rôles en fonction du stade. Là, en l'occurrence, on parle de nutrition, mais en fonction de l'état physiologique dans lequel l'individu se trouve. Et quand on parle de nutrition, dans l'état nutritionnel dans lequel l'individu se trouve. Et s'il y a un contexte pathologique, et si il y en a beaucoup, et c'est ce qui fait aussi que chacun a un fonctionnement différent, qu'il y a des molécules qui fonctionnent d'une certaine manière, mais en fonction de l'état précis d'un individu à un moment T, elles vont pas peut-être avoir la même action. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important de garder en tête et de prendre en considération pour éviter de faire des raccourcis trop rapides. On comprend des choses, on a découvert des neurones, on a découvert des molécules, on sait qu'il y a cette fameuse régulation entre l'intestin et le cerveau, qu'il y a le microbiote
microbiote qui rentre en jeu, que oui, mais expliquer avec un schéma parfait la régulation du corps humain, non, on ne sait pas faire. On ne sait pas forcément comment tout est lié, on sait pas. On découvre tous les jours des nouveaux rôles pour de nouvelles molécules, on découvre tous les jours des nouvelles molécules. Quand on va regarder dans le génome, il y a des possibilités immenses d'une expression d'un gène, d'une inhibition d'un gène. Enfin, il y a le champ des possibles encore. Et je ne sais pas si un jour on aura toutes les réponses. Ouais, je pense pas. Peut-être, mais peut-être pas à notre époque, ça c'est sûr. Vraiment. On change? T'en veux plus, t'es sûr? Ouais. J'ai l'impression je t'en ai laissé un peu moins. C'est pas grave, je commence à plus avoir très faim. Et j'ai envie de goûter ça. Moi non plus. Mais ça, tu vas voir, c'est assez léger. Enfin, c'est frais en fait, ça va. Je pense que ça passe mieux que ça. Je suis pas bon. Parce que ça, c'est plus costaud comme truc. Ouais, mais c'est très très bon. Du coup, pour finir, t'as un plat préféré? Je sais que c'est une question difficile, mais... Non, j'ai pas de plat préféré. En fait, j'ai vraiment des envies particulières de choses que j'ai envie de manger qui sont mon truc préféré à certains moments. Et puis le truc qui serait mon plat préféré aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 6 mois. Alors, du coup, en ce moment, c'est quoi? En ce moment, je suis très tomate mozza. C'est mon truc burrata, tomate. C'est parce qu'il faisait encore beau et chaud que j'étais dans le sud de là ce week-end et j'en ai mangé. C'était mon truc de l'été. Je fais des fixettes sur certains plats. T'en profites avant que ça soit fini. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les ravioles. L'hiver dernier, j'étais sur les ravioles. Je faisais des ravioles de manière compulsive. Ah ouais. J'avais envie de ravioles tout le temps. Ça peut changer très rapidement. Et t'as une cuisine préférée? J'aime beaucoup la cuisine asiatique. Après, est-ce que c'est ma cuisine préférée? J'ai des choses que j'adore dans... T'en as pas une, parce que tu sais, t'as coréen, thaï, vietnamien, chinois... Peut-être plus thaï, je dirais. C'est pareil, c'est parce que je suis un peu dedans en ce moment, mais j'aime tout, vraiment, en termes de... Je sais pas... Sauf pas très compliqué. Ouais. Et les betteraves. C'est vrai. Les betteraves, je peux pas. Même en les goûtant de façon différente. Genre la mousse de betterave. Ah non, j'ai tout essayé, je pense. Ça passe pas la betterave. Un dessert préféré? Je suis pas très dessert de base. J'aime mieux le salé que le sucré. Le gâteau au chocolat, vraiment classique. Je pense que c'est un peu Madeleine de Proust. C'est que mes parents faisaient ça quand j'étais petite. Ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petite. Et je peux très bien, en fait, je peux manger ma vie sans dessert. De temps en temps, j'aime bien. Là, je suis hyper contente de goûter parce qu'en plus, je connais pas. T'es au resto. Mais dans mon quotidien, je mange quasiment pas de dessert. Si, ça peut m'arriver de manger une glace en été. Après, les gens hallucineraient peut-être de mon mode alimentaire parce que c'est très désordonné. J'ai pas de... Je mange un peu à ma guise, vraiment même. Donc il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent vraiment, ou des fois je suis capable de manger des pâtes pendant une semaine parce que j'avais que ça dans mon frigo et que j'avais pas la flemme de faire mes courses. Et la semaine d'après, il n'y aura pas 2 repas pareils ni à la même heure. Je suis dans un boulot aussi qui est flexible d'un certain côté puisque j'organise mes journées moi-même, mais qui peut être assez intense. Dans le sens où des fois je petit déjeune pas quand je me lève, j'ai pas faim, je me lève très tôt. J'ai pas encore faim, donc je fais une pause à 10h dans la matinée pour prendre un goûter, petit déjeuner goûter. Et après des fois je suis capable de pas manger jusqu'à 14h, 15h parce que je suis en manip et je suis en train de bosser. Et puis des fois je sors avant et je mange à midi. Et puis le soir c'est pareil, quand je finis à 17-18h, je mange à 19-20h quand je rentre chez moi et que j'ai faim. Il y a des fois, je sors à 21h, je mange à 23h. Enfin, il n'y a pas vraiment 2 jours qui se ressemblent en termes d'horaire, en termes même de... Donc ta gréline, elle n'est pas trop conditionnée? Elle n'est pas conditionnée, moi. J'ai quand même, je sens qu'il y a des périodes où j'ai plus faim. Je sens que j'ai quand même un rythme biologique sous-jacent qui me dit là en fait ce serait bien de manger maintenant parce que c'est maintenant que t'as faim. Mais après ça c'est pas toujours applicable au quotidien avec le boulot. C'est rigolo ce que tu disais sur la gréline, c'est que en fait ça peut être la gréline, tu peux la sécréter en fait si tu vois par exemple un plat qui te plaît. Que tu as envie de manger? C'est pas vraiment ça. C'est un conditionnement plus en fonction des habitudes quotidiennes. C'est plutôt un conditionnement dans ce sens-là. D'accord. En tout cas, de ce que j'ai retenu des études que j'ai lues sur le sujet, c'est plutôt j'ai l'habitude de manger à 8h ou 19h par exemple. Et donc, du coup, il y a mon cycle de gréline avant le repas, 1 heure avant le repas, de mes repas habituels. Si les repas sont désordonnés, j'ai aucune idée de si ça fonctionne pareil ou pas. Ça dépend peut-être du moment, de quand date ton dernier repas en fait. Oui, quand l'estomac est vide, t'as les cellules qui sont stimulées, il y a une sécrétion de gréline. Parce que moi j'avais vu des trucs pour donner à manger à ses enfants. Si vous voulez avoir un maximum de chance au repas avec vos enfants, vaut mieux que leur dernière prise alimentaire soit de plus de 1h30.
C'est les petits enfants, c'est. Après, ça va de soi aussi, parce que c'est Oui, même 1h30, c'est court. Parce que le temps court, qu'il y ait le tracteur digestif. C'est des enfants, quand ils sont tout petits, ils mangent moins plus. Ouais. Puis je pense qu'ils doivent digérer plus vite que nous aussi. C'est possible, bah, c'est pas la même nourriture, souvent. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des questions que je me pose pas souvent. Enfin, même pas du tout. Après, si on demande à mes proches, ils me disent que je suis insupportable parce que quand j'ai faim, je suis déjà insupportable. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Quand j'ai faim, ça me prend d'un coup et il faut que je mange. Mais tu peux pas attendre 2 heures parce qu'on est au resto ce soir. Non, j'ai faim. Moi, c'est marrant ce que tu dis, ça te prend d'un coup parce que moi, je vois passer des posts sur Instagram. Faire la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle. Ils te disent tout le temps, la faim physique apparaît progressivement. La faim émotionnelle apparaît. Alors peut-être que je m'en rends compte d'un coup. Ouais. Mais je le sens que ça vient de mon ventre, c'est pas de quoi que ce soit d'autre. Moi, je sens que j'ai un petit coup de barre, je sens que j'ai faim, j'ai besoin de manger. Quoi. Et puis des fois, je te dis, ça peut arriver en plein milieu de l'après-midi parce que, je sais pas, j'ai mangé un peu tôt le matin. Ouais, un peu tard le matin, je veux dire. Et après, bah, mais tu sais sûr, tu peux pas attendre 1 heure, on va au resto, là. Non, je peux pas. Après, c'est comme ça, hein. On a le droit de grignoter un truc avant d'aller au resto. Oui. C'est pas manger pour te couper l'appétit, tu vas pas manger une grosse raclette. C'est hyper bon, mais je pense que je vais pas le faire. C'est hyper gros. Ton copain, il est aventurier aussi ou pas? Il aime bien goûter. Très. Ouais, c'est pareil, mon mari mange tout. Encore moins. Il a encore moins de trucs qu'il aime pas. Moi, il y a quelques trucs que j'aime pas, mais lui, j'ai l'impression qu'il mangerait tout. Donc c'est pratique parce que quand tu lui fais un truc à manger, il est sûr que c'est bon. Ouais. Pas compliqué. Merci beaucoup, Alicia, de ce petit moment partagé. Merci à toi. C'était très bon. Ouais, je crois qu'on s'est régalé. Vraiment, c'était excellent. Je vous recommande le resto. Ouais, hyper bon. Carrément. Et ne loupez pas les desserts. Parce que franchement, c'était incroyable. Du coup, Alicia, est-ce qu'on peut te retrouver? C'est sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Je réponds normalement. Ouais. On mettra le lien de ton compte dans la description. Après, je suis plus trop nulle part d'autre. Mais de temps en temps, une fois tous les, je sais pas, tous les 3 mois à peu près, tu fais un post assez... Oui. Quand j'ai le temps, je fais un post. Allez voir les posts, ils sont toujours hyper intéressants. J'avais même pensé à fermer mon compte Insta et on m'a là. Les gens m'ont dit non, s'il te plaît, même si tu ne postes pas, laisse les informations, donc je laisse. Carrément. Mais il n'est pas du tout alimenté. Non mais c'est pas grave, hein. Il y a matière à s'occuper, il y a beaucoup de choses à lire. Ouais. Ben, en tout cas, merci. Merci à toi. Si vous aussi vous voulez participer à mes vidéos et me parler de votre rapport à l'alimentation et venir manger dans un bon resto, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et puis sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Salut!